Je suis en compagnie de Dave Côté, qui a publié 15 fois déjà dans Solaris. Comment tu as connu la revue Solaris? Je pense que mon premier contact avec la revue, c'est, à un moment donné, j'avais participé à un concours d'écriture au cégep et puis, j'avais gagné ce concours-là. J'ai relu d'ailleurs la nouvelle que ça a donnée, puis comme ça n'a pas super bien vieilli, là, forcément, ça date là, d'il y a très longtemps. Mais bref, ce concours-là, je l'avais gagné, puis apparemment, haut la main, là, comme il n'y avait pas eu tant d'hésitation que ça pour le jury. Puis le prix, c'est que j'avais reçu vraiment plein de lectures, dont un abonnement, je pense, d'un an à Solaris. Ça t'avait tout de suite tenté de soumettre des textes ou ça avait attendu un peu? Je pense qu'à ce moment-là, j'étais encore dans mon époque où je visais vraiment beaucoup le roman. Hmm. Fait que peut-être que je snobais encore un peu probablement que je snobais encore la nouvelle à ce moment-là. Fait que je suis pas sûr que j'irais penser dans ces termes-là, genre ah ouais, une revue qui existe que je connaissais pas, je vais pouvoir publier dedans. Je pense pas. Mhm. Si je me remets en compte, je m'en souviens pas, là, mais si je me fie au Dave que j'étais à ce moment-là, pour moi, il y avait vraiment juste le roman qui comptait, là. Fait que je suis pas sûr que j'aurais allumé tant que ça sur les nouvelles. Qu'est-ce que la revue Solaris a apporté dans ton cheminement? Je dirais que ça a eu un gros effet de validation. Mhm. C'était quand même la première fois que je publiais de façon professionnelle, c'est-à-dire que j'étais payé pour mon texte. Puis c'était pas avec n'importe quel texte aussi, c'était avec Monsieur Gâteau, dont j'entends encore régulièrement parler. Je pense que c'est un de mes textes signatures, là, sans vouloir être prétentieux, mais je pense que c'est un des textes importants là, dans ma démarche. Parce que justement, à quelque part, je m'affirme dans ce texte-là. Il n'y a pas de retenue, puis au contraire, je me suis poussé à mon maximum euh, que j'avais à ce moment-là là, pour être dans le bizarre, dans le dérangeant, dans le troublant. Fait que le fait que ce texte-là ait été accepté puis publié comme super rapidement chez Solaris, pour moi, ça a été vraiment une validation. Ça a été de dire, OK, tu as ta place, puis comme tu as le droit d'exister avec tes affaires bizarres que je ne sais pas où est-ce qu'il pourrait être ailleurs, mais en tout cas, bref, ça a le droit d'exister. Ça a été comme une acceptation. Là. Fait que ça, ouais, ça a joué un gros rôle quand même. Comment tu fais pour avoir ces idées-là? C'est souvent un amalgame de thématiques que j'ai envie plus ou moins consciemment d'explorer. Puis à un moment donné, il y a une espèce de catalyste qui cristallise cette idée-là autour d'un personnage, d'une ambiance. Fait que je dirais que c'est un processus qui se passe de plein de façons en parallèle. Si je prends par exemple Monsieur Gâteau, euh, la catalyste, ça a été le moment où, en marchant avec ma blonde, j'ai croisé le même piéton, comme en l'espace de d'une heure. À l'aller, on l'a croisé, puis au retour, on l'a croisé. Puis Jess m'avait dit ah, ben regarde, c'est le même monsieur que tantôt. J'ai entendu ah, ben, regarde, c'est monsieur Gâteau. Puis à ce moment-là, j'étais en mode je cherche une idée. Fait que c'est ça que ça l'a allumé. Mais ce que moi, je ne savais pas à ce moment-là, c'est qu'il y a un tas d'enjeux qui étaient là depuis super longtemps, de façon pas mal inconsciente, de la peur de confronter l'autre, de s'affirmer. J'étais vraiment dans ces enjeux-là à ce moment-là. Fait que tout ça s'est cristallisé autour du mot, du nom Monsieur Gâteau. Mais tu sais, c'était pas juste ça. Il y avait comme tout un travail introspectif qui se faisait inconsciemment en arrière depuis je sais pas combien de temps, tu sais. Mais c'était des trucs qui me titillaient depuis un bout de temps. Je pense, par exemple, aussi le talent d'Atis. J'étais dans une passe où je me trouvais orgueilleux. C'est vraiment un gros défaut que j'ai. Puis j'ai voulu l'explorer, en parler dans une nouvelle. Puis c'est ça que ça a donné. C'est le talent d'Atis, c'est un personnage qui est ultra orgueilleux, mais là, justement, ça l'amène dans des extrémités qu'on veut pas, qu'on ne souhaite pas. Il y a quand même beaucoup d'inconscient là, dans la façon dont, j'imagine, tout le monde un peu trouve ses idées. Puis il n'y a pas de recette magique non plus. Mais je sais qu'avec le temps, j'ai identifié des affaires qui marchent vraiment bien, c'est-à-dire un événement marquant, quelque chose qui a changé dans ma vie ou une affaire qui m'a touché d'une façon profonde. Ça, c'est le premier ingrédient. Après ça, souvent, le deuxième ingrédient, c'est justement l'élément qui fait que ça pogne en feu. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Ça peut être une scène de série. Vraiment, ça peut être n'importe quoi. Puis le troisième, je pense que c'est de prendre des marches. Comme quand je suis bloqué dans quelque chose, j'ai juste besoin d'aller prendre une marche 1 heure, puis je reviens avec une idée, c'est presque immanquable. Fait Mhm. que dans mon cas, là, c'est vraiment ça les trois ingrédients pour trouver une idée.
Jusqu'à quel point c'est sain pour un créateur, bon, dans ton cas pour un auteur, d'avoir de l'orgueil? Encore une fois, je me base sur mon vécu, là. Fait que je peux pas généraliser ça, mais mon opinion, c'est que c'est clairement un danger, l'orgueil, mais ça peut aussi être une force comme et vraiment très puissante, là. C'est vraiment vraiment ça peut te pousser à faire des affaires vraiment que n'importe qui d'autre de sensé ferait pas, tu sais. Dans le sens que si tu réussis à harnacher ton orgueil, puis à utiliser, l'image plus ou moins, fausse ou vraie que tu te fais de toi-même, là. C'est-à-dire que, tu sais, si tu es orgueilleux, c'est parce que tu dis que tu vaux comme tu es hot, là, dans ta tête, là. Il y a pas personne d'autre qui peut te donner des conseils parce que tu sais déjà tout, puis comme tout ça. Mais si tu réussis à canaliser cette énergie-là dans le fait de justement te donner raison d'être orgueilleux, ben ça peut te pousser à faire des grandes choses. Mmh. Mais c'est sûr que ça devient un obstacle si dès que, mettons, en direction littéraire ou en atelier, quelqu'un te donne un conseil ou te souligne une affaire qui ne marche pas, puis là, tout de suite, tu es sur la défensive, puis là, c'est ton ego qui vient te bloquer, bien là, c'est un problème. Tu sais. Fait que, je pense qu'il faut se réconcilier avec son orgueil, puis il faut le canaliser. Tu sais. Ça peut être extrêmement fort. Là, tu sais. Justement, je pense à quand j'ai commencé à écrire puis j'étais prêt à tout, là, ben, c'était en partie à cause de ça. Tu sais, parce que je me disais, ben, je mérite tellement d'être publié et d'être connu, tu sais, fait que j'étais prêt à faire n'importe quoi, là. Tu as réuni plusieurs de tes nouvelles marquantes dans Né comme ça. Comment tu nous le décrirais, ce recueil-là? Tu sais, ça fait déjà quand même, quelques années là, qu'il est publié. Fait que j'ai un petit peu plus de recul dessus. Puis déjà aussi, au moment où il a été publié, c'est des textes qui avaient été écrits depuis un bout de temps en plus. Souvent, c'est des rééditions d'une grande partie qui viennent de Solaris. Ce qui fait que, ouais, ces textes-là commencent à avoir pas mal de vécu. Pas mal j'ai beaucoup de recul dessus. Puis je dirais que l'impression que ça me donne, c'est, euh, c'est que je ne suis plus exactement cet auteur-là. Il y a- je dirais, je pense que c'est cette année-là. Il y a quelque chose qui s'est passé. Les textes que j'écris ne sont plus exactement la même chose que ce que j'écrivais au moment où j'écris des textes donnés comme ça. Ce qui fait que, ouais, comme je le décrirais, moi, mais comme c'est vraiment ma relation avec mon recueil. Là, c'est pas nécessairement un vendeur, un pitch de vente ou quoi, là, mais je dirais, pour moi, ce recueil-là, il est un genre de portrait de l'auteur que j'étais dans cette période-là. Puis celui-là, je trouve qu'il a bien vieilli. Tu sais, comme les textes qu'on avait sélectionnés, la façon qu'on les a retravaillés, je suis vraiment, vraiment bien avec. Tu sais, comme ces textes-là, j'adore encore les relire. Mais c'est ça, j'ai vraiment la conscience que je ne suis plus exactement à la même place. Fait que c'est le fun aussi de voir qu'il y a des changements qui continuent à s'opérer, puis des améliorations, du moins je l'espère, là, qui continuent à se faire. Là. À quel genre de lectrice et lecteur s'adresse Né comme ça? Ça s'adresse aux gens qui aiment ça être dépaysés. Puis, comme moi-même, c'est une affaire que je cherche toujours quand je veux lire des affaires, comme je veux être surpris. Je veux lire quelque chose que je n'ai pas l'impression d'avoir déjà lu 15 fois avant. Tu sais. Puis c'est clair que ce que j'aime lire, ben, c'est aussi une affaire que j'aime écrire. Là. Fait que c'est sûr que les gens qui trippent à être surpris, ben, ils devraient, en tout cas, c'est ça mon objectif, là, ils devraient aimer ce que j'écris. Tu sais. C'est vraiment clairement à eux que je m'adresse. Puis pour être soudainement beaucoup plus philosophique, je pense que aussi les écrivains en général s'adressent à eux-mêmes. Comme il y a des idées que quand on les a, on se dit waouh, ça c'est vraiment hot comme idée, puis il faut que je la raconte. Mais tu la donnes à quelqu'un d'autre, cette idée-là, puis elle ne sera pas objectivement bonne. Là. Elle est bonne parce que tu as envie de la raconter, puis tu as envie de te la raconter. Tu sais. Fait que j'ai jasé avec quand même une couple d'écrivains dans ma vie, tu sais, c'est le genre d'affaires que je fais. Puis c'est une affaire qui m'a apparu quand même assez flagrante. Qu'il y a des choses qu'on a besoin de se dire à nous-mêmes, tu sais, puis on les déguise, puis on les habille tout beau, puis on les maquille, puis tout, mais c'est quand même des choses qu'on a besoin de se dire. Puis moi, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est ça qui fait la différence entre une idée, là, que quand je l'ai, elle a l'air d'être en feu, là, puis qu'elle brille de partout, puis que je pense juste à ça, c'est parce que c'est quelque chose que je veux me dire à moi-même, tu sais, puis que j'ai besoin de me raconter. Hey, c'est Je me souviens même génial, pas ça. pourquoi je dis ça, mais c'était un accès philosophique de psychologie à 2 sous. Et c'est une question qu'on me pose assez souvent, de savoir si je me sens prisonnier de cette espèce de Dave Côté, tu sais,
de c'est du Dave Côté ou ça n'en est pas, tu sais. À quelque part, je pense que j'aurais pu me sentir pogné là-dedans, puis me sentir obligé de, tu sais, ah ouais, mais là, est-ce que ça va faire, est-ce que c'est assez bizarre, est-ce que c'est assez comme twisté pour être du Dave Côté? Je pense qu'il y avait quand même un réel danger par rapport à ça. Mais j'ai pas l'impression d'être tombé là-dedans. Comme je me sens jamais forcé d'écrire un texte pour des raisons qui sont extérieures à moi. Tu sais, comme l'écriture, pour moi, c'est tellement personnel, c'est tellement un besoin que, tu sais, je vois mal des facteurs extérieurs intervenir dans qu'est-ce que j'écris et qu'est-ce que j'écris pas. Tu sais. J'écris les affaires que j'ai besoin d'écrire à ce moment, puis si c'est des raisons extérieures qui devraient me motiver, comme la plupart du temps, je le fais pas parce que j'ai pas de fun. Tu sais. Oui, puis ça paraît que tu as du plaisir dans l'écriture. Tu sais, c'est parce que ça paraît que tu es quelqu'un qui. En tout cas, moi, je te perçois plus ici que là. Là, tu sais. Peut-être que je me trompe royalement, mais j'ai l'impression que ça vient d'ici, tu sais, des tripes, du cœur. Tu sais, vraiment, tu as besoin de parler, de raconter telle histoire de telle façon. Ouais. Puis écoute, tu sais, ça marche pas, là, mais tu le fais. Là. Puis qu'est-ce que tu penses de ton tout premier livre, le roman Noir Azur? Ben, tu sais, je pense que c'est un bon contre-exemple de comment je me sens justement avec Né comme ça. C'est-à-dire que, ouais, lui, quand je le relis, j'ai l'impression qu'il vieillit pas mal. Là, tu sais. Je suis plus pantoute le même auteur que j'étais à ce moment quand je l'écris, mais là, c'est plus dur à réconcilier, je te dirais. Là. Mais, tu sais, comme je dis pas que je le renie, là, tu sais, c'est quand même moi qui l'écris, puis j'avais besoin de l'écrire à ce moment-là aussi, puis il est super important parce que ça m'a fait vous connaître, ça m'a apporté comme plein de belles expériences, fait que je le renie pas, c'est juste qu'il est rendu loin de moi, là, vraiment beaucoup. Là. Est-ce que tu écris avec des plans ou non? Par rapport au plan, là, j'ai cherché vraiment, vraiment longtemps là, pour savoir c'était quoi ma position. Parce que quand j'ai commencé, mettons, dans le temps de Noir Azur, c'était zéro plan. Je partais vraiment 100% au feeling, puis je me laissais emporter par l'histoire. C'était vraiment au fil de la plume. Je n'avais aucune idée de comment ça allait finir. Je ne savais pas où ça s'en allait. C'était impro à 100%. Là. Puis j'oserais plus jamais écrire quelque chose avec cette méthode-là parce que c'est risqué en maudit. Là. Tu vas avoir une idée qui peut-être va te sembler bonne, mais finalement, à mi-chemin, tu te rends compte un blocage, puis là, tu te rends compte qu'il faut que tu recommences, puis que tu changes les affaires qui sont au début. Là, ça prend de l'énergie puis du temps, vraiment beaucoup. Fait que tu sais, c'est risqué de procéder comme ça. Fait qu'à un moment donné, je me suis un peu tanné là, de ça, puis je me faisais dire quand même pas mal aussi que par plein d'autres auteurs que c'était mieux d'écrire avec un plan. Fait que, je me suis senti au moins obligé d'essayer. J'ai essayé pendant un bout de temps. J'ai vraiment pas eu de fun en écrivant parce que là, j'avais plus de surprises. Puis comme j'avais plus mes moments là, de Ah oui, c'est ça qui arrive finalement, mais je les avais, mais à moitié. Parce que quand je faisais un plan, il n'était pas assez précis pour que j'embarque vraiment dedans à ce point-là. Fait que quand j'avais les idées, c'était un peu tiède, en fait. Quand j'inventais mes histoires, ça me donnait l'impression que tout était tiède puis ça ne levait pas. Fait que finalement, j'ai pas mal abandonné ça. Après ça, je pense que c'est en découvrant le merveilleux monde de la réécriture, là, avec la direction littéraire, les ateliers et tout, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est ça, mes plans n'étaient pas assez détaillés pour que j'arrive au point où c'était le fun de les faire. Puis que j'avais du fun quand même à écrire ces affaires. Fait que là, j'ai essayé de faire des plans plus détaillés. Puis ça a quand même assez bien marché. C'est comme ça que j'ai écrit Over City, je pense. Ouais, j'avais un plan quand même pas mal détaillé. Puis c'est ça avançait bien. Ce qui faisait que je pouvais me clencher comme un nombre de mots par jour assez extrême, là, parce que là, j'avais bien planifié mes trucs, puis ça avançait bien. Par contre, ce que j'ai fini par me rendre compte un peu après, c'est que ce qui était le plus payant là, pour moi, c'était qu'il y a j'avais pas réalisé, en fait, j'avais pas compris, pardon, que ma façon de planifier les histoires se faisait pas mal inconsciemment. Mais c'était planifié quand même. Ce qui fait qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que quand je faisais un plan écrit, je fixais sur papier ou sur ordinateur certaines idées qui n'étaient pas nécessairement les bonnes, puis qui n'étaient pas nécessairement prêtes. Ce qui fait que là, je me ramassais avec un mauvais plan parce que j'avais fixé les idées, je les avais cristallisées à un moment où ils n'étaient pas encore prêtes. Fait que là, je me suis dit, OK, mais je vais les laisser comme vaporeuses encore un bout de temps. Puis à un moment donné, c'est comme moi, personnellement, je le sens quand l'idée est vraiment, oui, là, c'est vraiment la bonne, puis c'était la bonne décision. Ce qui fait qu'à cette heure, je suis un petit peu comme entre les deux. Je vais planifier dans les grandes lignes de façon très lousse.
puis pas mal dans ma tête, mon idée avant de la commencer. Puis je vais avoir tendance en fait, non, c'est que la première partie qui est plus dans les grandes lignes, ça, je l'écris un peu plus. Puis après ça, quand j'arrive dans le détail je commence un chapitre, ben là, je me planifie vraiment beaucoup plus, mais ça reste dans ma tête. Je ne l'écris pas. C'est juste que j'y pense avant, puis je prends des marches. L'hybride entre les deux, en fait, là, de planifier dans les grandes lignes pour savoir au moins comment ça finit, au moins pour préparer le terrain puis préparer le chemin pour avoir la fin qu'on veut. Mais je me laisse des surprises en chemin. Puis j'aborde un peu chaque chapitre comme je le ferais avec une nouvelle, finalement. C'est que oui, je réfléchis beaucoup, mais je réfléchis sur cette partie-là en particulier. Ce qui fait que, justement, ça me laisse de la place pour avoir des surprises plus tard. C'est sûr que ça me demande... Je reste encore quelqu'un qui fait beaucoup de réécriture à cause de ça, j'imagine, mais j'ai appris à l'accepter. Ça fait partie de la game. Est-ce que tu abordes l'écriture d'un roman et d'une nouvelle de la même façon? Je n'ai pas trop réfléchi à ça, mais il y a probablement des différences aussi dans ma façon de préparer les romans puis les nouvelles. Là. Ça va de soi, parce qu'un roman, c'est quand même c'est une grosse aventure. Puis, mais étrangement, je pense que si on y réfléchit proportionnellement, j'ai l'impression que je prépare plus mes nouvelles que mes romans, parce que justement, la nouvelle, avant de la commencer, je sais déjà pas mal tout ce qui se passe dedans. Tandis que le roman, pour moi, le roman, en fait c'est quasiment un pèlerinage. Là, je pars en voyage, puis je m'en vais explorer quelque chose. Fait c'est des thématiques qui sont souvent un petit peu plus sérieuses, un petit peu plus profondes. Je me suis souvent demandé, en fait, si c'était pas... je sais pas, comme mes nouvelles, ça marche bien. Les romans, c'est plus dur, là, comme j'en écris vraiment plein qui seront jamais publiés. Puis je me dis, peut-être que ça, c'est un des prix que je paye sans trop le vouloir là, de justement ça défcôter. Que les gens sont peut-être un petit peu trop habitués à mes nouvelles qui punchent, puis qui c'est super dérangeant, puis c'est super dense, tandis que là, dans les romans, ben, le beat est vraiment pas pareil. Puis moi, je ne l'aborde pas de la même façon non plus. Fait que, ouais, c'est une question que je me suis déjà posée. Pour débuter dans l'écriture, roman ou nouvelle? Ben, moi, c'est clairement la nouvelle, là, puis je suis assez bien placé pour en parler parce que j'étais vraiment, comme je te disais tantôt, là, j'étais vraiment obnubilé par la publication d'un roman. Comme pour moi, au début, là, quand j'ai commencé à écrire, les nouvelles, c'était inférieur. Là. Il n'y avait pas le même prestige dans ma tête, puis il n'y avait pas la même... j'avais pas envie de m'investir à ce point-là dans des nouvelles. T'sais. Puis j'ai été obligé de me rendre compte qu'en fait, juste au niveau stratégique, là, juste pour la gestion de son énergie, c'est tellement plus payant d'écrire des nouvelles parce que, je parle un peu en termes de gamer. Mettons que tu commences, tu vas gagner autant d'XP d'écrire une nouvelle que d'écrire un roman. Sauf que le roman, ça va te prendre des années peut-être l'écrire, puis la nouvelle, ça va te prendre quelques semaines, quelques mois. Fait que le calcul est assez facile à faire. Tu sais, comme les erreurs de débutant, là, que tu écrives une nouvelle ou que tu écrives un roman, ça va être les mêmes. C'est juste qu'ils vont être 1 million de fois plus longues à arranger dans un roman. Fait que c'est ça, c'est juste mathématique. Tu apprends plus vite en écrivant des nouvelles parce que tu vas apprendre justement à construire une histoire qui a un début, un milieu, une fin, qui a un enjeu, qui se passe quelque chose avec des personnages qui progressent. C'est les mêmes affaires que dans un roman, c'est juste moins long. Fait que tu vas y arriver plus vite. Fait que pour moi, il n'y a aucun doute. Là, comme la nouvelle, c'est la façon d'apprendre par excellence. Là. Est-ce que tu lui conseillerais d'essayer de participer à des ateliers littéraires ou plus de faire leurs premières armes par eux-mêmes, puis après ça, trouver un bêta-lecteur? Ou... Mm-hmm. Bien, c'est sûr que puis je repense aussi à ta question de tantôt où est-ce que j'ai répondu de façon vraiment nette et précise que oui, c'est par les nouvelles qu'il faut commencer. Puis là, j'y repense en même temps, je me dis peut-être pas non plus. Là, comme, moi, ça a été mon expérience. C'est comme ça que j'ai appris à écrire. Mais j'en connais aussi des gens qui commencent avec des romans, puis c'est déjà super bon. Mais tant mieux pour eux. Là, mais comme moi, ça n'a pas été le chemin que j'ai fait. Fait que je me dis, probablement que si tu n'es pas quelqu'un de surdoué à l'avance, puis tu n'es comme pas prédestiné à être un super écrivain, probablement commencer par les bonnes nouvelles, par les nouvelles, c'est une bonne idée. Mais ça n'exclut pas que ça se peut. Là, Mais en même temps, je ne sais pas si c'est rendre service à un auteur débutant de dire ça, parce qu'il va tout de suite se dire « Ah, mais moi, je suis prédestiné à l'écriture, puis je vais commencer avec un roman tout de suite. » Mais comme, OK, là, mais en tout cas, bref, je m'adresse à la moyenne générale, mettons. Ouais. Puis là, ta deuxième question qui était
Est-ce que atelier ou plus autodidacte? Ben, encore une fois, c'est sûr que je me base sur mon parcours à moi, tu sais. Puis j'ai progressé quand même pas mal plus en atelier que par moi-même. J'ai appris pas mal d'affaires par moi-même sur ma propre écriture, mais il y a un paquet de trucs, je pense que ça m'aurait pris des années ou peut-être même que j'aurais jamais compris sans des ateliers, puis sans être confronté à des regards extérieurs, sans être confronté à d'autres auteurs qui ont plus d'expérience. C'est tellement enrichissant. Tu sais, je me vois mal recommander de se passer de cette expérience-là. Puis humainement, c'est vraiment le fun aussi parce que veux pas, les écrivains, il n'y en a pas 1000. Là, tu sais, comme la proportion d'écrivains dans la population générale ne doit pas être super élevée. Tu sais, fait que c'est difficile de trouver quelqu'un avec qui parler d'écriture puis qui habite ta planète, là, tu sais, puis qui parle ton langage, puis qui tripe création d'intrigues, puis personnages, puis quelqu'un qui va penser à des gens qui n'existent même pas pendant des heures. Là, tu sais, comme, c'est pas tout le monde qui tripe là-dedans, là, puis c'est normal aussi. Tu sais, fait que les ateliers, c'est aussi ça. C'est aussi le côté humain, puis se faire des amis, puis rencontrer d'autres gens qui habitent ta planète, là, finalement. On parle d'écriture depuis tantôt, mais je vais te poser la question qui me pop là en tête. Pour toi, là, c'est quoi l'écriture? C'est l'écriture de fiction, je veux dire. Mm-hmm. C'est quoi l'écriture? La seule image qui me vient en tête, c'est... j'ai fait un running gag aussi à un moment donné là-dessus sur Facebook. Là, l'écriture, pour moi, c'est une amante capricieuse, puis exigeante, puis pas toujours fine, mais dont je ne peux pas me passer. Tu sais, c'est une relation toxique quasiment. Là. Moins maintenant, là, mais quand j'ai commencé, c'était clairement une relation toxique. C'était quelque chose pourquoi je pouvais tout donner sans compter. Il y avait pas de limite à mon investissement dans l'écriture. Puis j'étais prêt à tout pour que ça avance. Tu sais. J'ai eu tout un cheminement aussi là, par rapport à ça, parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que oui, ma motivation d'écrire, finalement, c'est parce que je veux comme être lu, je veux être connu avec ça. Tu sais, j'avais comme des ambitions super égocentriques. Là. À un moment donné, je me suis rendu compte de ça, j'ai fait comme wesh, c'est vraiment ça ma raison d'écrire, c'est hyper moche. Fait que pendant un bout de temps, comme j'ai même pas écrit à cause de ça, là, je me disais, ça se peut pas que ma motivation d'écrire, ce soit quelque chose d'autant égocentrique que ça. Tu sais. Puis ça a pris du temps, là, mais je me suis réconcilié. Tu sais, à un moment donné, je me suis dit, ben, peut-être que je peux trouver plus de plaisir aussi dans l'accomplissement, là, tu sais, puis dans l'impression de m'améliorer, puis dans la satisfaction que j'ai quand j'écris un texte. Tu sais, ça aussi, c'est une motivation, mais c'était pas aussi fort. Tu sais. Puis je suis resté comme un peu sur le neutre pendant une couple d'années avec ça. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était avant tout un besoin. Comme je reviens à ce que je disais tantôt, l'écriture, comme c'est quand tu as besoin de te parler à toi-même. Tu sais. Fait que les moments où j'ai écrit des affaires vraiment importantes pour moi, ben, c'est quand j'avais besoin de me dire des affaires vraiment importantes. Fait que spontanément, comme toutes les autres motivations ont pas mal pris le bord, en fait. Tu sais, vouloir être connu, vouloir vendre plein de livres, puis tout, comme c'était plus important parce qu'en fait, j'ai compris que c'était une relation entre nous deux, entre moi et l'écriture. Tu sais. Fait qu'à un moment donné, on a fait la paix ensemble. Là, tu sais, comme j'ai arrêté d'essayer de la convaincre qu'elle vienne vivre dans mon appart, puis qu'on fasse des bébés ensemble, puis qu'on ait un avenir ensemble. À un moment donné, j'ai accepté que, ben non, ça va être la fille qui vient juste coucher chez nous une fois de temps en temps. On capote comme des malades, puis après ça, ben, on prend un café le matin, puis elle s'en va. Comme, j'ai fait un peu la paix avec ça, puis ça a fait beaucoup de bien, en fait, dans ma façon de voir l'écriture en général, puis de traiter l'écriture aussi.